Ok. Bonjour à tous. Merci d'être soit à nouveau parmi nous aujourd'hui, soit de nous rejoindre. On va donc aujourd'hui attaquer un autre volet, un autre pan du colloque, et une question effectivement fondamentale en matière de finances. Le volet effectivement donc des finances sociales, puisque la Nouvelle-Calédonie, comme la plupart des pays, est confrontée effectivement à une augmentation de ses dépenses en matière sociale. L'idée de cette matinée finalement va être un peu de s'inspirer de ce qui peut se passer effectivement ailleurs. Et on va commencer avec Yuki Sekin, qui est professeur de droit à l'université de Kobe, et qui va en fait nous parler de la maîtrise des dépenses sociales en réponse au vieillissement, dans le cas particulier du Japon. Je lui donne la parole. Merci Karine. Bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier Manuel de m'avoir invité à participer à ce colloque très intéressant et très original. Et alors aussi toutes les personnes qui travaillent avec lui et qui s'occupent très très bien de nous. Je suis en train de passer 2 journées extraordinaires ici en Nouvelle-Calédonie. Alors, donc, moi, je suis ici pour vous parler de ce qui prend le plus de place dans les dépenses publiques au Japon, c'est-à-dire la sécurité sociale. Et alors, je voudrais aussi vous parler de comment ça augmente de manière, ces coûts augmentent de manière presque, je dirais, exponentielle, ou enfin peut-être pas exponentielle, mais quand même d'une manière un peu effrayante. Parfois, on voit les tables, on se dit est-ce qu'ils n'ont pas un peu exagéré sur les courbes ou sur les angles, mais bon, voilà. Enfin, je vais tout de suite vous montrer de quoi je parle. Donc, alors la sécurité sociale, d'abord combien elle coûte aux parents au Japon en 2017 dans le budget annuel, par exemple, le total des dépenses, le total des dépenses publiques s'élève à 97,45 billions de yens, ce qui correspond environ à 750 milliards d'euros. Bon, nous sommes un peu plus nombreux qu'ici. Nous sommes une population d'environ 127 millions d'habitants. Et les dépenses de sécurité sociale occupent 33% de ces dépenses. Donc, c'est le premier chef de dépenses. Le deuxième chef, c'est le remboursement de la dette, qui s'élève plus ou moins à 25-26% des dépenses. Alors, ce budget est aussi en hausse constante. Depuis 5 années consécutives, on renouvelle chaque année le record du montant. Et donc, ça correspond plus ou moins, juste pour la sécurité sociale, une hausse de 500 milliards de yens, 3,8 milliards d'euros par an. 2% d'augmentation pour les frais de santé, 1,5% pour les pensions. Et dans cette sécurité sociale, ce qui coûte le plus cher, donc la sécurité sociale coûte cher, et dans la sécurité sociale, ce qui coûte le plus cher, c'est le vieillissement. Ce sont les coûts liés au vieillissement aux personnes âgées. Et donc environ 68% des coûts de la sécurité sociale sont des coûts qui sont liés aux personnes âgées. Donc, l'essentiel de ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les mesures que prennent le gouvernement pour essayer de freiner un peu cette augmentation, et aussi peut-être des idées un peu plus originales pour avoir de nouveaux moyens de financement, ou pour remplacer la sécurité sociale par peut-être d'autres choses dans le privé, comme Manuel exposé hier, je pense, pour les États-Unis. Le Japon fait un petit peu, s'inspire sans doute un petit peu des États-Unis dans ce domaine. Alors, d'abord, pour vous montrer l'ampleur du problème, et là, je vous disais que parfois je me dis, est-ce qu'ils exagèrent pas un peu? Donc, le ministère des Finances a fait ses estimations en 2012. Du vieillissement du Japon. Vous voyez qu'en rouge, il y a le Japon. En 2050, on estime que
38,8% de la population, c'est-à-dire presque 4 personnes sur 10, seront âgées de 65 ans ou plus. Donc c'est assez, oui, c'est un petit peu effrayant. Enfin, moi, je serais dans cette catégorie, donc peut-être que je ne serais pas si effrayée que ça. Là, en dessous, il y a l'Allemagne, la France qui se débrouille pas mal en Europe, et les États-Unis en bas. À côté, il y a c'est toujours le ministère des Finances qui estime que nous aurons besoin pour financer ce vieillissement d'1 billion de yens de plus de taxes chaque année. Et donc ça, c'est un petit peu... Bon, ce sont des estimations. Donc en 2025, ils estiment que nous aurons besoin de 145,8 milliards de yens pour la sécurité sociale. Donc, sur base de ces chiffres, je vais maintenant vous donner un aperçu d'abord très très bref de la sécurité sociale en général au Japon, et ensuite des coûts de la vieillesse et comment les maîtriser, c'est-à-dire d'abord faire des économies, ensuite peut-être de trouver des mesures un peu plus créatives, et bon, c'est ce que le gouvernement japonais essaie de faire. Alors, d'abord pour la sécurité sociale en général, je pense que ça doit être plus ou moins la même chose en Nouvelle-Calédonie, mais je vais plus me concentrer sur la sécurité sociale au sens restreint, c'est-à-dire les 5 risques couverts par l'assurance sociale. On va voir qu'en particulier, c'est la pension, la santé et la dépendance qui coûtent le plus cher. D'abord, on va commencer par la pension. Tout Japonais ou tout résident permanent au Japon étranger de plus de 20 ans est obligatoirement affilié à la pension obligatoire. Donc on voit ici que la pension de vieillesse au Japon est c'est une construction en 4 étages. Il y a d'abord 2 étages obligatoires. Pour tout le monde, un premier étage pour tout le monde et un deuxième étage juste pour les salariés tant du secteur privé que du secteur public. Ensuite, en plus foncé, vous voyez qu'il y a les pensions volontaires, et comme il est très difficile en raison du vieillissement de la population de maintenir une pension obligatoire de niveau suffisant pour maintenir un niveau de vie acceptable, le gouvernement japonais va maintenant se concentrer plus sur la partie foncée, sur les pensions volontaires. Donc, à l'initiative privée des entreprises et des personnes individuelles. Donc, les réformes de la pension, elles ont commencé dans les années 80 au Japon, en réponse déjà au vieillissement, puisque le Japon s'est rendu compte assez rapidement dans les années 80 que le vieillissement allait sans doute prendre des proportions bon, ils n'avaient peut-être pas réalisé l'ampleur du problème, mais ils avaient réalisé que le vieillissement allait poser problème, et donc ils ont commencé déjà dans les années 80 à faire des réformes assez fréquentes. Ces réformes avaient plusieurs objectifs. Le premier était d'équilibrer les transferts entre les générations. Au départ, on transférait donc des jeunes générations vers les générations plus âgées. Donc, la première mesure, c'est le relèvement de l'âge de la pension. C'est pas du tout original, tout le monde fait ça. Ensuite, il y a eu des politiques de l'emploi. Comme les Japonais ont tendance à travailler beaucoup, et le chômage est assez bien maîtrisé, donc les lois du travail ont été modifiées pour que les entreprises gardent leurs travailleurs au moins jusqu'à 65 ans. Ensuite, ça paraît un peu bizarre, mais le gouvernement met beaucoup d'importance à rassurer les Japonais sur les systèmes de pension pour pas qu'ils décident En fait, c'est obligatoire, donc ils n'ont pas le choix. Mais c'est important pour le gouvernement japonais de rassurer les Japonais et de rétablir leur confiance au système. Et j'ai mis entre parenthèses échec parce que ça marche pas très bien. En fait, je pense que c'est aussi à cause des médias parfois qui sont pas toujours très rigoureux.
Bref. Alors, pour rassurer les Japonais, ce qu'a fait le gouvernement japonais, c'est de fixer les taux des contributions, donc pour qu'ils sachent que à long terme, ça va pas continuer, les contributions ne vont pas continuer à augmenter de manière indéfinie. Donc, ils ont mis dans la loi, ils ont inscrit dans la loi que les contributions augmenteront à un certain rythme jusqu'en 2017, c'est-à-dire cette année, et qu'après, il n'y aura plus d'augmentation. Et bon, après, s'ils veulent augmenter, ils vont devoir refaire un débat très difficile. Bon, ça avait comme but de tranquilliser les Japonais. Maintenant, je suis pas sûre que ça ait marché. Ensuite, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, une autre mesure, c'est d'encourager les pensions complémentaires. Puisque les Japonais ont perdu confiance au système de pension obligatoire, maintenant on leur dit, bon alors prenez votre initiative, nous on va vous encourager avec des mesures incitatives. Et d'une part, on dit aux entreprises, enfin le gouvernement dit aux entreprises d'établir des pensions complémentaires. Et ensuite, depuis janvier de cette année, les pensions à comment dire, fixed contribution, contribution fixe. On a ouvert l'accès à ces pensions à tous les individus en fait. Donc avant c'était un peu plus restreint. Maintenant tout le monde peut contracter ce genre de pension qui est inspiré du système 401K des États-Unis. Alors là je mets d'une pierre deux coups en fait parce que donc, comme j'ai dit, on renforce cette partie-là. Et donc, d'une part, ça sécurise un peu plus les revenus de la vieillesse. Et d'autre part, ça permet aussi d'obtenir des fonds d'investissement pour les capitaux. Donc, voilà. Donc, c'est d'une pierre deux coups. Et c'est ce que le gouvernement japonais est en train de faire, peut-être comme mesure un peu plus originale que juste faire des économies. Voilà, alors c'est très bref, mais c'est tout ce que j'ai à dire sur la pension pour le moment. Ensuite, la santé coûte aussi très cher. Tout le monde sait que quand on vieillit, on commence à avoir quelques problèmes de santé. Bon, quoique les vieux Japonais sont assez pimpants en fait. En fait, le gouvernement n'y est peut-être pas pour rien, comme je vais vous l'expliquer un peu après. Mais donc, excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau. Très simplement, le système de santé au Japon, l'assurance maladie, il y a deux parties. Un régime général qui est destiné aux salariés du secteur privé et public aussi. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle un régime national, mais je préfère appeler ça un régime, ça s'appelle régime national, mais c'est plutôt un régime local qui est géré par les villes et les agglomérations. En respectant les règles qui sont fixées par le gouvernement national, par le gouvernement central. Et depuis le 1er avril 2008, il y a il y a une nouvelle pension pour les vieux. Enfin, pour ceux qui ont plus 75 ans et plus, qu'on appelle au Japon les personnes âgées, très âgées. Bon, le quatrième âge. D'ailleurs, c'est pas grave. J'allais faire une digression, mais je ferai ça après. Donc, d'ailleurs, les vieux étaient très fâchés quand ça a été instauré parce qu'ils se sont dit que c'était une insulte de leur dire qu'ils étaient très vieux, mais bon. Voilà. Alors, l'idée de base de l'assurance de cette assurance santé quatrième âge, il y a plusieurs choses écrites ici. Le plus important, c'était que ça doit continuer à être une assurance, donc ce sera pas de l'assistance, donc les assurés continuent à participer dedans. Mais je pense que là, il y a 4 points. Le plus important et le dernier, c'est que le gouvernement ne veut pas surcharger les jeunes générations. C'est-à-dire qu'on veut éviter de faire contribuer, de mettre les jeunes trop à contribution, surtout que il y a beaucoup de vieilles personnes qui gagnent bien leur vie et qui n'ont pas besoin d'être supportées par les jeunes générations. Alors ici, je vais brièvement vous expliquer le schéma. Vous voyez une ligne, j'ai pas de pointeur. Vous voyez
Vous voyez une ligne d'abord à 65 ans, ensuite une deuxième ligne à 75 ans. En bas, il y a à droite le régime général. Donc, comme il y a beaucoup de salariés au Japon, il y a, avant 65 ans, il y a beaucoup plus de salariés que d'indépendants. Pour le régime local qui est destiné aux indépendants, aux agriculteurs, aux chômeurs, est plus restreint. Mais ensuite, à 65 ans, quand on s'arrête de travailler, qu'on prend sa pension, les gens quittent le régime général des salariés. Pas tous, parce qu'il y en a qui continuent à travailler, mais après, ils vont rejoindre le régime local. Alors, entre 65 et 75 ans, il y a donc une augmentation des personnes qui rejoignent le régime local, mais qui étaient des salariés, donc qui ont contribué longtemps, donc qui ont contribué dans le régime général, mais qui après bénéficient principalement du régime local. Donc pour équilibrer ça, je pense que ça se fait partout, en France aussi, on m'a dit que ça se faisait, il y a des transferts de budget entre le régime général et le régime local. Alors l'idée ici, ce schéma date de 2003 pour expliquer ce qu'on allait faire. Donc à 75 ans, ils quittent le régime général ou le régime local et ils entrent dans un régime qui est réservé aux personnes au-dessus de 75 ans. Et là, ça paraît un peu, on se dit, ben, comment ils vont faire pour financer? Ils vivent de leur pension, ils sont malades. Est-ce que c'est pas un peu irresponsable? Mais vous allez, en fait, le financement de cette assurance quatrième âge n'est pas forcément, on n'est pas financé par les contributions, juste par les contributions des vieux. Et en fait, le financement est équitable dans le sens que 50% viennent des taxes autant nationales que locales et 40% viennent des transferts des régimes général et local et seulement 10% est financé par les contributions des assurés. Et là, on se dit, mais 40%, ça veut dire que c'est quand même les jeunes qui vont payer pour les personnes âgées. Et bon, ça, c'est vrai, ça continue d'être payé en grande partie par les jeunes générations. Mais l'intérêt, bon, d'abord, c'est justifié parce que, pour plein de choses, mais aussi, l'intérêt aussi de créer quand même cette assurance, c'est de savoir exactement combien coûte cette assurance, c'est de bien identifier le montant qui va être nécessaire dans le futur, qu'il va falloir prévoir pour cette assurance maladie des personnes plus âgées. Donc voilà. Donc ça a été plus ou moins après, ça a été plus ou moins bien accepté. J'aurais jamais le temps de tout finir. Bon. Alors après, mais si, j'aurai peut-être le temps. Donc finalement, il me reste plus que la troisième assurance qui coûte cher, c'est l'assurance dépendance. C'est ce qu'on appelle, je pense, beaucoup en France, le cinquième risque. Au Japon, on n'appelle pas ça le cinquième risque. On appelle ça le dernier né des assurances sociales. Et comme j'arrête pas de vous le dire, dans les années 80, le Japon a commencé à réaliser que la population était en train de vieillir. À l'époque, c'était les enfants ou les époux des enfants qui prenaient soin des personnes âgées, et ça crée plein de tensions dans les familles, beaucoup de problèmes dans la société. Donc, on a décidé qu'il fallait créer quelque chose, une forme de soutien organisé de soutien social pour aider les familles à prendre soin des personnes âgées. Et donc, en 1990, il y a ce qu'on appelle un Gold Plan qui a été établi par le ministère de la Santé pour mettre en place des institutions où les personnes âgées pourraient passer leur vieux jours dans des meilleures conditions que ce qui se passait jusque-là dans les institutions plutôt d'assistance sociale. Bon, l'assistance sociale a beaucoup changé au Japon, maintenant c'est plus ce qu'elle était. Mais à l'époque, donc, mettre les parents dans une institution, c'était vraiment comme les abandonner. Donc c'était pas bien vu, c'était pas bien. Donc ils ont décidé de créer des institutions et des services qui permettaient aux personnes de rester chez elles et d'avoir des personnes venir et de financer tout ça pour que la qualité accompagne bien les besoins.
Alors là, j'allais vous expliquer comment ça se passe. Bon, on va à la commune, on dit voilà, on aimerait bénéficier de cette assurance. Bah, on commence à contribuer quand à 40 ans. Et on commence à avoir le droit de bénéficier des services à partir de 65 ans. Quand on en a besoin, on va à la commune, on fait une demande, il y a des gens qui viennent chez nous, ils me posent une centaine de questions, ils les mettent dans l'ordinateur, il y a l'avis du médecin, et résultat, il y a une commission qui décide si vous avez besoin et à quel degré vous avez besoin de ces services. Là, je mets à la fin rejet quand on estime que vous êtes en assez bonne forme ou alors que vous avez des membres de la famille qui peuvent très bien s'occuper de vous. Il y a un rejet, donc on n'a pas droit au bénéfice même si on a contribué. Alors il y a 7 degrés de dépendance qui sont reconnus et en fonction de ce degré, là j'ai laissé un petit mot en japonais. En fonction de ce degré, on nous alloue un certain 2 minutes. On nous alloue un certain montant et en fonction de ça, on a droit aux soins. Alors, comme les autres coûts, les coûts de cette assurance dépendance sont en train d'augmenter horriblement. Quand ça a commencé en 2000, c'était 3,6 billions de yens. Et en 2012, c'était déjà 3 fois plus, 8,9 billions de yens. Alors, j'allais vous expliquer quelque chose de très intéressant, mais je pense que j'aurai peut-être pas le temps. Une idée au départ d'avoir instauré cette assurance, c'était aussi de faire des économies pour l'assurance maladie, parce qu'il y avait des personnes âgées qui restaient à l'hôpital, hospitalisées alors qu'elles n'avaient plus de soins, parce que il y avait personne chez eux pour s'occuper d'elles. Et ça faisait que les coûts de l'assurance maladie augmentaient à cause de toutes ces personnes qui ne suivaient pas vraiment de traitement médical. Et le fait d'instaurer cette assurance dépendance a permis de mettre ces personnes plutôt dans des institutions où il y a moins de médecins, mais plus de personnel soignant, enfin personnel qui les aide, qui fait qu'on fait des économies en assurance santé. Mais comme il y a de plus en plus de personnes qui sont dans cette assurance, en fait, maintenant c'est cette assurance qui a besoin d'être réformée. Il y a plein de mesures. Peut-être qu'on aura plus de temps après pour discuter, pour que je vous explique mieux comment cette assurance est gérée pour pour essayer de freiner cette augmentation des coûts. Et je vais peut-être finir dans les temps. Donc les réformes en général. Là, je parlais de Koizumi, c'est pas vraiment directement lié à la sécurité sociale, mais en général, c'est indirectement lié. Donc, en 2000, un de nos premiers ministres les plus célèbres, Koizumi, a fait des réformes qui ont libéralisé le marché de l'emploi, qui a créé une grande précarisation de l'emploi. Il y a beaucoup d'emplois instables qui sont nés à partir de là. Et en fait, ça a eu un impact indirect sur la sécurité sociale parce que ces personnes gagnaient moins, elles étaient plus instables, elles contribuaient moins, donc ça réduit les recettes en matière de sécurité sociale. Donc, une réforme générale de la sécurité sociale nécessite qu'on s'occupe de ce problème en même temps. Donc, pas seulement du vieillissement, mais aussi de cela. Et donc, en 2012, il y a eu une réforme. Intégrer des taxes et de la sécurité sociale, et Takeshi va vous en parler, donc mieux que moi. Donc moi, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour cette intervention et désolée, ça fait 1 semaine, 10 jours que je ricane en voyant mes collègues travailler pour préparer le colloque en disant moi j'ai rien à faire. Là, je ricane un peu moins. Parce que c'est pas forcément une tâche effectivement très agréable. Je vais enchaîner rapidement sur l'intervention suivante. Alors on a eu un émoi collectif hier sur la question de la crise du nickel ou la non-crise du nickel. Alors je me demande si Monsieur Benoît va nous dire qu'il n'y a pas de crise à la CAFAT. Donc on va effectivement pendant que met le PowerPoint en place, donc Monsieur Benoît donc va nous parler de la situation et les perspectives des finances sociales en Nouvelle-Calédonie. Donc pour une analyse effectivement de la situation actuelle et prospective.
Avant de mettre quelques diapos, merci de cette introduction qui fait que je suis encore convaincu qu'il y a beaucoup de choses à dire pour arriver à partager des positions communes, puisque le sujet, c'est la situation et les perspectives pour les comptes sociaux en Nouvelle-Calédonie. Et les comptes sociaux, ce n'est pas que la CAFAT. Alors j'étais assez à l'aise au début, je me dis pour faire le discours, puis finalement quand je vois qui est dans la salle, des membres du gouvernement, un vice-président, enfin un ancien vice-président du conseil d'administration, des membres du bureau, les représentants de Docamo, des représentants des professions de santé, la presse, l'ancien directeur de la CAFAT, que je suis un peu moins à l'aise tout d'un coup pour avancer, mais je vais quand même essayer d'y aller. Le sujet, en tous les cas, il mérite qu'on s'y penche, et qu'on s'y penche très rapidement. Quand j'entends en venant ici ce matin que les pharmaciens ont l'intention de faire une grève pour soi-disant leurs problèmes, je me dis qu'il y a en plus un manque de responsabilité parfois sur ces questions-là, et qu'il faut que tout le monde soit responsable sur la question qui nous occupe, à savoir la situation et les perspectives pour les comptes sociaux en Nouvelle-Calédonie. Alors hier, on a parlé, Karine, je dis finalement, je suis un adepte des plans de parties et de sous-parties, et j'aurais pu faire un grand 1, c'est la merde, et grand 2, ça va continuer à être la merde. Elle m'a dit que c'était pas très adapté à l'université, donc il a fallu que je me ressaisisse dans la nuit et que je modifie la situation. Et je me suis dit, il faut de toute façon partager des situations, il faut partager une situation pour arriver à trouver des solutions. Et il y a eu une présentation d'un rapport au Congrès de la Nouvelle-Calédonie il y a quelque temps qui permettait de cadrer la situation. Et donc, merci à Christelle Caro qui n'est pas là, mais j'ai utilisé une grande partie des éléments qu'elle avait présentés au Congrès, même si je ne partage pas la totalité de ce qu'elle a dit, et donc j'ai enlevé ceux que je ne partage pas. La problématique et les enjeux pour la Nouvelle-Calédonie, en fait, depuis le début des années 2000, il y a eu une grande volonté d'améliorer le niveau sanitaire et social de la population, et donc des investissements colossaux qui ont été faits en Nouvelle-Calédonie sur des outils et sur des dispositifs. Globalement, tout le monde ne peut que s'en féliciter, sauf que la logique, elle n'a jamais été avec une réelle contrainte financière. Et aujourd'hui, on se retrouve face à cette logique, puisque effectivement, le rythme d'augmentation des dépenses était énorme, doublé en 7 ans sur la dépense, j'entends bien. Et donc, aujourd'hui, sur le périmètre des comptes sociaux, on est à plus de 400 milliards de francs pacifiques. Alors, je suis désolé, ça fait beaucoup moins d'yens. Mais ça reste au niveau de la Nouvelle-Calédonie, et globalement, tout le monde maintenant connaît cette courbe. On a un effet ciseau qui est certain entre la dépense et la recette. Et donc, on a un premier constat, c'est que la part croissante des dépenses de protection sociale dans le total des dépenses publiques devient phénoménale, et il faut rapidement trouver des solutions pour inverser cette tendance. Juste, je ne les détaillerai pas, mais pour comprendre le périmètre de ce que j'entends par comptes sociaux et de ce que l'on pourrait entendre et ce qui a été partagé au Congrès, donc on y intègre tout ce qui est protection sociale avec la définition qui vous est proposée, évidemment les mécanismes de protection sociale qui sont associés, et enfin qu'est-ce que veulent dire la notion de compte de protection sociale et donc de comptes sociaux derrière. Donc retenons au moins la définition des comptes de la protection sociale, c'est-à-dire l'ensemble des opérations qui contribuent à la couverture des risques sociaux auxquels les ménages sont exposés. Si on identifie ces différents risques, on peut en retenir donc effectivement 6, donc le risque de santé, le risque vieillesse, le risque maternité-famille, le risque emploi, le risque logement et le risque pauvreté-exclusion sociale. Et là, juste un petit focus. En Calédonie, quand on parle de comptes sociaux, on pense tout de suite à CAFAT. Et quand on parle de CAFAT, on pense soit déficit abyssal, soit RUAM. Et c'est une erreur perpétuelle, puisqu'on exclut un ensemble de dispositifs qui sont à côté. Et donc, on n'a pas une vision globale, ni des enjeux qui nous concernent. Je vais pas, j'en reparlerai un peu plus tard, rappeler
le niveau de cette dépense par rapport à des réalités comme les transferts de l'État, comme le budget de la Nouvelle-Calédonie, le budget des provinces. Et il faut ramener les différents niveaux et bien prendre en compte qu'aujourd'hui, c'est un des principaux budgets de la Nouvelle-Calédonie. Et il faut surtout éviter les raccourcis qui sont de dire qui dit CAFAT dit RUAM, qui dit comptes sociaux dit CAFAT. Aujourd'hui, les acteurs sont beaucoup plus importants et ça nécessite effectivement de bien identifier la totalité des risques et la globalité de la frontière de la question qui est posée. Sur ces dépenses de protection sociale, donc chiffres de 2014, j'aurais bien voulu vous présenter les chiffres de 2016, mais on n'a pas pu arrêter les comptes de la CAFAT cette année, donc j'espère qu'on le fera prochainement. Mais sur le périmètre qu'on identifie, 201 milliards de francs avec la répartition entre les différents risques, comme identifié tout à l'heure. Et on voit effectivement, juste un élément, le RUAM, ce n'est que 60 milliards de la totalité de la problématique, c'est 60 milliards qui pèsent, mais ce n'est que 60 milliards, il ne faut pas évacuer les autres questions qui peuvent se poser à côté. Où est-ce qu'on en est en Nouvelle-Calédonie sur la part des dépenses de protection sociale dans l'économie? On pourrait croire, parce qu'on a une population plutôt jeune par rapport au Japon, par exemple, qu'on a une marge de manœuvre. En fait, on n'a pas tant de marge de manœuvre que ça, puisque la totalité de ces dépenses représente un peu plus de 21% du PIB de la Nouvelle-Calédonie, très en dessous de ce qu'on peut avoir en métropole, mais à peu près la part moyenne du PIB dans les pays de l'OCDE, en tous les cas la part qu'ils consacrent à la protection sociale. Donc on n'a pas tant de marge de manœuvre que ça pour nos grands équilibres. Un sujet qui peut fâcher rapidement, mais qui est à mon avis essentiel, notamment si on veut aborder les questions de gouvernance dans les différents dispositifs de protection sociale, c'est l'origine des sources de financement. Deux points importants. On voit que globalement, les cotisations sociales pour l'ensemble des dispositifs représentent l'essentiel des ressources aujourd'hui, plus de 76%, et que la part des impôts et taxes affectés, je ne veux pas rentrer dans le débat de l'affectation d'anciennes taxes ou de taxes qui sont en train de mourir, mais c'est un vrai débat en Nouvelle-Calédonie encore, ou des contributions publiques, soit à hauteur des budgets propres des collectivités, soit à hauteur de compensations qui peuvent être faites par la collectivité. Ce qui est important, c'est qu'on voit qu'en fonction des différents risques, la part des financements est très différenciée, puisqu'on a le cas risque pauvreté-exclusion, qui est totalement financé par la collectivité, et d'autres risques, prenons le cas de risque vieillesse-survie ou du risque santé, qui est essentiellement financé par des cotisations, donc cotisations salariales et patronales. Deux grands dispositifs en matière de protection sociale en Nouvelle-Calédonie. Un premier qui représentait 151 milliards en 2014 et un peu plus de 160 milliards en 2015, qui sont les régimes de sécurité sociale, des régimes qui sont obligatoires et contributifs. Ils sont aujourd'hui gérés par différents opérateurs, dont la CAFAT est un acteur important et intervient sur différents risques comme identifiés. Le deuxième grand dispositif, ce sont les régimes d'aide sociale qui sont, eux, facultatifs et non contributifs et qui sont gérés aussi par différents opérateurs, soit par, entre guillemets, délégation. J'aurais pu insister sur ce qu'est la CAFAT et quelles sont les missions de la CAFAT, et notamment les missions avec des gestions qui lui ont été rattachées, alors que ce n'était pas sa mission première initialement, puisqu'elle est même devenue, au titre de la collectivité, collecteur d'impôts il y a quelque temps. Et donc, ce deuxième dispositif, c'est le deuxième type de dispositif qui existe en Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, on sait, et c'est un constat à peu près partagé par tous, parce qu'effectivement, on a reproché souvent aux partenaires sociaux, par exemple sur le risque santé, de vouloir aggraver la situation. Quoi qu'il en soit, globalement, pour les comptes sociaux, la situation à long terme est insoutenable. Si on reprend quelques hypothèses tendancielles qui avaient été présentées au Congrès de la Nouvelle-Calédonie,
sur l'évolution des dépenses publiques. Un total de dépenses publiques qui évoluerait de 6,5% à peu près par an, des prestations sociales sur le rythme que l'on connaît qui évoluerait de 9,3% par an. Aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas faire face, tout simplement, puisque aujourd'hui, on aurait entre 2014 et 2030 une évolution de la richesse d'à peu près 620 milliards du PIB et des dépenses sociales qui évolueraient de 630 milliards, c'est-à-dire qu'on affecterait la totale de l'évolution des richesses de la Nouvelle-Calédonie à nos dépenses sociales, ce qui est tout simplement pas soutenable et proche de l'absurdité aujourd'hui. Donc bien retenir, à long terme, une situation qui est totalement insoutenable et qui nous oblige aujourd'hui à envisager des solutions sur le long terme pour inverser la tendance des comptes sociaux en Nouvelle-Calédonie. Sur le court terme, c'est tout aussi insoutenable et on a tous eu cette question à un moment ou à un autre dans nos chères études. C'est quoi le court terme? Pour la Nouvelle-Calédonie, le court terme, c'est la fin de l'année. Aujourd'hui, fin 2017, la situation est insoutenable, notamment pour un régime qui est le régime du RUAM, puisque la rupture de trésorerie se fait sur le mois de décembre 2017. Alors, je ne parlerai pas de faillite parce que ça fait peur, je ne parlerai pas de... Aujourd'hui, la CAFAT, dans sa gestion avec son conseil d'administration, est obligée de faire des arbitrages sur le régime du RUAM, sur les paiements qu'elle peut assurer en fonction des ressources qu'elle a. Donc, tout simplement, le conseil d'administration a donné à la direction de la CAFAT un ordre des paiements à réaliser. Et dans ceux qu'on ne paye pas depuis un certain temps, on a aujourd'hui les collectivités. Dans les collectivités, on a les provinces. Et si vous avez été vigilant à l'interview du président de la province des îles dans les Nouvelles-Calédoniennes il y a quelques jours, enfin c'était pas ce week-end mais le week-end précédent, il déclarait tout simplement qu'ils n'y arrivaient plus. Et ils n'y arrivaient plus, c'était lié au fait que le RUAM ne rembourse pas ses dettes à la province des îles, mais comme pour la province sud et la province nord depuis un certain temps. La dette accumulée, je dirais une bêtise avec un chiffre exact, mais est à peu près légèrement inférieur à 2 milliards de francs aujourd'hui, ce qui représente plus que le budget d'investissement de la province des îles pour une année complète. Et donc effectivement, la demande du président de la province des îles, c'était de pouvoir que la CAFAT, donc que le RUAM, puisse payer 200 millions sur l'année 2017, 200 millions, et il était prêt à sanctuariser la dette existante aujourd'hui au titre de la province des îles au niveau du RUAM. La CAFAT, le RUAM, ne peut pas payer ces 200 millions. D'accord. Je donne que l'exemple de la province des îles parce que c'est dans le débat qu'il y a eu jusqu'à maintenant entre la CAFAT et les provinces, ceux qui ont peut-être été les plus constructifs. Mais la question se pose pour les hôpitaux publics, puisque aujourd'hui le RUAM ne finance que la dotation globale des hôpitaux et ne paye quasiment pas les dépenses en atténuation, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas intégré dans la dotation globale. Et si on cumule toutes les dettes du RUAM, alors pour ceux qui ont encore quelques souvenirs d'analyse financière d'entreprise, si on cumule toutes les dettes, j'intègre pas celle vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie parce que elle est costaud la Calédonie, mais aujourd'hui on est à plus de 15 milliards de dettes, d'accord, pour un régime qui a 60 milliards de recettes par an. Voilà, vous faites le ratio et vous vous retrouvez en face de votre commissaire aux comptes pour le conseil d'administration qui veut dire qu'il va falloir réfléchir à faire une alerte au tiers puisque dans une entreprise, on serait effectivement en faillite si on arrivait à des ratios de ce niveau-là. Donc je ne prends que cet exemple, qui est un exemple emblématique pour la Nouvelle-Calédonie, parce que tout le monde en parle, celui du RUAM, mais aujourd'hui, si on avait réussi à arrêter les comptes des régimes gérés par la CAFAT, on aurait fait apparaître que l'ensemble des régimes, sauf un, pour l'année 2016, sont déficitaires. L'ensemble des régimes, sauf un, sont déficitaires. Le seul qui n'est pas déficitaire, c'est celui de la retraite, qui n'est pas déficitaire au titre de l'année 2016, mais le montant est assez faible, et comme on connaît l'évolution de la population qui vieillit, on sait que très rapidement, il va falloir faire face à une réforme du régime retraite aussi en Nouvelle-Calédonie. Les discussions étaient plutôt avancées, on a eu quelques itérations liées au problème des compensations entre régimes. J'espère que c'est en cours de solution. Pour un mot, les compensations entre régimes, c'est des compensations que fait la Nouvelle-Calédonie quand elle prend des dispositions relatives aux baisses de cotisation pour les travailleurs indépendants,
les travailleurs indépendants payent moins de cotisations que les salariés au régime. Sur les secteurs aidés, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs d'activité qui sont aidés pour lesquels il y a des abattements de cotisations sociales, et sur les remises sur les bas salaires, parce qu'il y a un système de remise sur les bas salaires qui existe en Nouvelle-Calédonie, et donc que la Nouvelle-Calédonie compensait systématiquement auprès des différents régimes. Donc l'enjeu est énorme à moyen terme, à long terme, mais surtout à très court terme. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, malheureusement, je n'ai pas la capacité à vous faire rêver. Donc, je sais qu'il y a le docteur Damien qui interviendra tout à l'heure et qui, elle, vous fera rêver. Elle a plus la capacité que moi. Je pense qu'aujourd'hui, on a 3 options. Soit on attend la rupture, on laisse filer les choses, et on a un château de cartes qui va s'écrouler. C'est-à-dire qu'on voit déjà que on a des collectivités qui sont en difficulté, on a des hôpitaux qui sont en difficulté. Donc, soit on attend la rupture, et je pense, à titre personnel, que ce sera le chaos. Si en fin d'année, on laisse le RUAM s'écrouler et que l'URAM ne pourra plus payer les provinces, les hôpitaux, je suis un peu moins inquiet, mais si on commence à ne plus payer les professionnels de santé et si on commence à ne plus payer des prestations en espèces, ça sera le chaos. Et je suis pas certain que ce soit très souhaitable dans le cadre des échéances institutionnelles qui attendent la Nouvelle-Calédonie de créer les dispositions d'un chaos. On pourrait faire le choix, parfois au niveau du conseil d'administration de la CAFAT, on a cette crainte qu'on ait une reprise totale de la gestion de la totalité de cette question par les pouvoirs publics. C'est un peu le modèle qui a été développé en France métropolitaine il y a quelques années. Je ne suis pas favorable à cette solution-là parce que je pense que ce serait l'échec du paritarisme. N'oublions pas que le conseil d'administration de la CAFAT est composé essentiellement de représentants des salariés et des employeurs privés, employeurs publics, salariés privés, salariés publics. Et je suis convaincu que jusqu'à maintenant, ce paritarisme a montré ses capacités et sa réussite, même s'il y a eu des erreurs, même s'il y a eu des postures, tout ceci est compréhensible, mais a montré sa réussite sur la gestion des régimes qui ont été confiés. Dans tous les cas, ça serait le signe de l'augmentation de la dette publique de la Nouvelle-Calédonie, ce qui, à mon avis, est pas forcément un très bon signe aujourd'hui. Et enfin, la troisième option, celle que je favoriserais, ça serait un très grand courage politique. Donc, on m'a toujours appris que la défiscalisation des investissements, c'était un tombeau politique. J'ai compris aussi que réformer les comptes sociaux et la protection sociale en Nouvelle-Calédonie, c'était un tombeau politique. Ben, il nous faut des hommes et des femmes politiques, ou des femmes et des hommes politiques, qui aient le courage de prendre le cercueil, le tombeau, et de réformer. Et je pense qu'on ne fera pas l'économie de cette réforme. Au début, je me dis, tiens, je vais venir avec les différentes propositions de réforme qui ont été faites par le conseil d'administration de la CAFAT, puis je vais venir avec les propositions de réforme qui ont pour l'instant été envisagées dans le cadre du plan d'Ocamo, et puis finalement, je roule en C1 et ça rentrait pas. C'est des dossiers qui sont gros comme ça, qui datent de Mathusalem. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse le pas. Faut qu'on fasse le pas sans jeter le bébé avec l'eau du bain. Aujourd'hui, il y a quand même des dispositions qui sont essentielles, hein, le paritarisme, les compensations, l'étanchéité des régimes, c'est des choses qui sont importantes et qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main. Mais il va falloir prendre des mesures. Il va falloir prendre des mesures avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Et les mesures, elles devront faire la part d'effort de tous les acteurs, les Calédoniens, les professionnels de santé, les entreprises, la collectivité, les hôpitaux. Tout le monde va devoir faire des efforts. Parce que si tout le monde ne fait pas d'efforts, si on attend que ce soit le voisin qui fasse l'effort, parce qu'on a en Calédonie, comme dans beaucoup d'endroits, tous la capacité à expliquer que le voisin, quand je regarde comment il fait, c'est vraiment super nul et qu'il a une grande capacité à améliorer la situation, alors que moi, vraiment, j'ai fait tous mes efforts. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on sorte de cette vision-là, tous autant qu'on est. Il va falloir trouver des solutions sur la dépense, sur la recette. Si vous me posez la question, quelle recette on pourrait augmenter demain? On avait jusqu'à maintenant un accord au niveau du conseil d'administration pour ne faire aucune proposition sur l'augmentation des cotisations sociales, parce qu'on connaît la situation économique, le poids du coût du travail en Nouvelle-Calédonie. Mais il va falloir qu'on se repose des questions. J'ai pas dit que j'étais favorable à une augmentation des cotisations patronales. Mais il va falloir réfléchir à ces questions très sérieusement, et tout le monde devra faire des efforts. Et je reviens à ce que je disais en introduction. Quand j'entends les médecins, les pharmaciens qui nous annoncent une grève
pour les problèmes de prix du médicament, je dis que c'est irresponsable dans le contexte actuel de notre protection sociale. D'accord. J'espère qu'il n'y a pas trop de pharmaciens. Ils sont pas très copains avec moi depuis un certain temps, mais sincèrement, je pense que c'est irresponsable. Quand je vois les efforts que font certaines collectivités comme la province des Îles pour continuer à payer leurs cotisations sociales alors que la CAFAT ne les paye plus, je dis que ça, c'est beaucoup plus responsable et que de toute façon, c'est collectivement, avec un vrai courage politique, qu'on arrivera à trouver une solution. Dernier point, il faut surtout pas qu'on ait que une approche comptable de notre protection sociale. Ça serait un échec assuré. Ça fait des années et des années qu'on essaye d'avoir une approche uniquement comptable. Déjà, je ne voudrais pas déflorer les sujets du docteur Damien, et donc je m'arrêterai ici. Merci de votre attention. Un timing magnifique, hein, 20 minutes et 4 secondes. Donc, si je comprends bien ce que vous nous avez dit, et qu'on essaye de faire la synthèse avec l'intervention précédente, il va falloir qu'on trouve un kamikaze politique pour faire la réforme, effectivement, donc des comptes sociaux. Je pense qu'effectivement, hein, on peut peut-être, étant donné que vous dites que le seul régime bénéficiaire aujourd'hui, c'est le régime vieillesse, peut-être aller s'inspirer de solutions ailleurs pour éviter que celui-ci ne devienne trop déficitaire. Hein. Parmi tous les gens que vous avez cités, on pourra peut-être parler aussi, je vois qu'il y a le directeur de la caisse locale de retraite des fonctionnaires également qui est là. Donc, je doute pas en tout cas que votre intervention, aussi pessimiste soit-elle, suscitera des débats après l'intervention de Monsieur Lux, qui lui va peut-être nous proposer des solutions qui alimenteront également ce débat. Donc, je vous remercie pour cette intervention très factuelle mais très très inquiétante s'agissant effectivement de la situation des comptes sociaux en Calédonie. Merci. Alors, j'en profite pendant que Gulliver s'installe pour saluer la présence de nos étudiants de master qui pourraient peut-être éventuellement se distinguer en réfléchissant à déjà une question pour la pause qu'il y aura avant la pause café qu'il y aura. Commencer à brainstormer pour poser une question. Donc Gulliver Lux, hein, qui est maître de conférence donc à l'université de la Nouvelle-Calédonie, maître de conférence en gestion, va effectivement donc nous parler de la performance et de la maîtrise des dépenses dans le secteur santé médico-social, avec à la fois une approche finalement des pratiques au niveau international et pour en tirer des perspectives au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Merci Karine, bonjour à tous. Suite à cette petite transition, j'ai un petit peu la pression puisque ça veut dire que le destin du système de santé repose sur mes propositions ou ma lecture. Je vais remercier Xavier Benoît d'un certain nombre de conclusions qu'il a pu tirer, puisque ça va me faire gagner un petit peu de temps sur ma présentation, parce que j'allais dire un certain nombre de choses communes. L'objectif là du temps qui m'est accordé, c'est effectivement de parler des dépenses de santé au sens large. Hein. Je vais entendre à travers ça le système santé hospitalier, mais aussi la partie plutôt médico-sociale, vieillesse et handicap, et de faire un point sur, j'ai sélectionné 2 réformes, vous comprendrez pourquoi après, et sur leur efficacité. Alors quand je parle international, pourquoi ? Parce qu'en fait la plupart des pays de l'OCDE ont mis en place ces réformes il y a maintenant, on va dire, entre 10 et 20 ans, ce qui nous permet d'avoir un retour sur ces pratiques. Et je sélectionnerai plus particulièrement en base de comparaison la métropole et le Québec pour des raisons, on va dire, de proximité du système de santé, d'organisation générale par rapport à Nouvelle-Calédonie et de l'importance du poids du secteur public. Ça permettra de faire quelques parallèles. Alors, mon propos s'appuie sur 2 constats. Un constat sur lequel je ne reviens pas, qui est effectivement celui de l'augmentation croissante des dépenses de santé à un rythme qui n'est pas tenable pour la Nouvelle-Calédonie.
Donc ça, je n'y reviens pas, ça a été très bien détaillé dans la présentation précédente. Le deuxième constat, c'est celui que j'ai résumé un petit peu dans ce schéma. Alors, j'espère que ça passe bien. J'ai voulu faire un thème de couleur adapté au petit prospectus sur le colloque, mais c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus lisible. Donc, les dépenses de santé, globalement, quand on essaie de les découper en grande masse, on peut distinguer la partie soins, c'est-à-dire soins de ville, achat de médicaments, consommation, on va dire de professionnels de santé remboursés à la suite, qui pèsent une petite moitié. Alors ça, c'est valable en Nouvelle-Calédonie, mais c'est valable également dans la plupart des pays OCDE. On peut distinguer ça du financement des établissements de santé. Donc les établissements de santé, les hôpitaux, les budgets, donc dotation globale, ce qu'on peut donner également au secteur privé, hein, mais qui est en partie financé donc par des fonds publics, et puis tout le secteur médico-social, donc les maisons de retraite, les EHPAD ou les structures qui accueillent des personnes en situation de handicap. Donc ça pèse environ 50% des dépenses de santé. Alors plus ou moins hein, selon les pays, mais on est globalement sur une grosse moitié en principe. Et puis un petit reliquat qu'ici j'ai appelé divers, alors vous comprendrez que je m'y attarderai pas, même si les montants restent importants, hein, mais qui pèsent environ 5%. Pour la Nouvelle-Calédonie par exemple, c'est une bonne part des évacuations hors du territoire sur le système de santé. Alors moi mon propos va porter sur ce qui est en rouge, c'est-à-dire les établissements de santé, le financement des établissements de santé au sens large, et les réformes permettant de maîtriser les dépenses dans ces établissements de santé, ou plus généralement en fait de maîtriser l'argent qu'on alloue à ces établissements de santé. Alors, j'ai malheureusement, comme tous mes camarades d'intervention, 20 minutes, donc j'ai sélectionné deux réformes qui sont... Alors pourquoi ces deux réformes? Parce qu'elles sont récurrentes dans tous les pays de l'OCDE. Et parce qu'elles sont également présentes hein, dans le plan d'Ocamo. Donc j'ai trouvé intéressant d'en faire une lecture parce que ces réformes, pour certaines, datent d'il y a maintenant quasiment 20 ans dans certains pays, ou dans les pays pour lesquels ça a été fait le plus récemment, une dizaine d'années. Donc on a vraiment de quoi aujourd'hui faire une lecture de, j'ai envie de dire, de leur efficience, de leur performance. Et est-ce qu'en mettant en place ce type de réforme, on peut espérer économiser un petit peu d'argent sur le secteur de la santé? Alors ces réformes, c'est les modifications de la tarification, des modalités de financement. Alors en France, hein, on a la bien connue T2A, mais qui n'a rien d'exceptionnel. Hein, c'est-à-dire que les États-Unis qui ont mis ça en place au cours des années 80 ont adopté le même principe, et la plupart des pays européens également. Et la deuxième, c'est celle des rapprochements, fusions de structures. Alors qu'on retrouve plus ou moins dans le plan d'Ocamo, hein, mais qui sont évoqués. Alors j'ai repris ici, j'ai fait une petite capture d'écran du plan d'Ocamo hein, dans l'axe stratégique 3. Et on a donc le point 3.2 qui propose des modalités de tarification des activités hospitalières, et le point 3.3 de questions de mutualisation de moyens, de rapprochement de structures. Donc mon propos en fait est assez simple, c'est de présenter ces deux types de réformes et de voir si ça fonctionne. Voilà. Et quelles sont les conditions de fonctionnement et donc ce qu'il faudrait peut-être penser pour la Nouvelle-Calédonie. Alors, petit rappel simplement hein, sur le système de financement. La plupart des pays ont pour origine un financement en dotation globale, c'est-à-dire que l'on donne un budget à l'établissement pour qu'il fonctionne une année. Le principe d'une tarification à l'activité, c'est de payer ce qui est fait. Donc l'établissement fait un comptage de ses activités. Vous avez besoin d'une radio, d'un plâtre, etc. Tout ça est une activité, puis il y a une tarification derrière. Alors ce qui sous-entend de définir des prix, des tarifs auxquels on remboursera, qui serviront de base pour le remboursement des établissements. Donc on verra que ça c'est potentiellement un problème pour la Nouvelle-Calédonie, puisque pour fixer des prix, il faut des bases de comparaison, enfin il faut un échantillon. Et donc la taille de la Nouvelle-Calédonie peut être un problème à l'identification de cet échantillon. L'idée générale, c'est de dire que, étant donné qu'on ne paye que ce qui est fait, on doit pouvoir économiser de l'argent. Alors,
la tarification à l'activité en métropole, ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années qu'elle a été mise en œuvre, puisqu'on a commencé en 2005, pour une mise en œuvre à 100% dans les structures hospitalières en 2008, fin 2008. Donc on peut en tirer quelques conclusions. Alors la première chose par rapport à la mise en place d'une telle démarche en Nouvelle-Calédonie, c'est la base de référence. Parce que quand je dois fixer un tarif pour rembourser une structure, l'idée c'est de trouver mais plutôt des structures qui sont efficientes, c'est-à-dire qui arrivent à faire cette activité à moindre coût, tout en maintenant une qualité de service. Donc c'est facile quand on a des dizaines, des centaines de structures sur un territoire. C'est plus délicat quand on a 2 ou 3 centres hospitaliers publics et autant de privés, puisque ça veut dire qu'il va vraisemblablement falloir sélectionner une de ces structures. Alors ça peut poser problème ensuite, bien entendu, entre ces structures. Enfin, on imagine également ici qu'il y aura peut-être des tensions politiques à gérer. Donc ça, c'est un premier problème de mise en œuvre, de modalité de mise en œuvre. Alors, j'ai envie de dire, c'est le plus petit des problèmes qu'on a. L'autre problème, c'est que quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé suite aux mises en place des tarifications à l'activité, l'objectif était avant tout pour les États qui ont mis ça en place de maintenir leurs dépenses dans ces structures. Et malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé dans les établissements, puisque moi j'ai une approche gestionnaire, donc on regarde ce qui se passe dans les établissements sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe en fait sur le terrain quand on met en place une tarification à l'activité? Les établissements ne cherchent pas à optimiser leurs dépenses, mais ils cherchent à optimiser leurs recettes et donc à optimiser leur quantité d'activité. Donc on constate, il n'y a aucun pays qui te fait exception, une augmentation du nombre d'activités. Voilà. On cherche à multiplier son activité pour multiplier ses recettes, puisque c'est sur ça que notre budget maintenant est construit. Et si on fait le parallèle avec la maîtrise des dépenses, il y a eu plusieurs études qui ont été faites entre 2006 et 2014 sur 8 années de tarification à l'activité en métropole. On se rend compte que le gain d'efficience, il est inférieur à 1%. C'est-à-dire que par rapport à l'augmentation des recettes que les établissements ont eues, on a seulement gagné un petit pourcent de maîtrise des dépenses. C'est-à-dire qu'en fait, les dépenses ont augmenté quasiment proportionnellement aux recettes. Donc ça, c'est un peu... c'est un peu questionnant et pas forcément une bonne solution pour la Nouvelle-Calédonie, puisque la question, c'est celle surtout de la limitation des dépenses. Alors ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a d'autres points à prendre en compte, c'est-à-dire que la tarification à l'activité a pour objectif, enfin, c'est pas l'objectif, mais on va dire que c'est une des conséquences. On va chercher à ce que les structures qui continuent à maintenir une activité donnée, je sais pas, faire un plâtre, une radio, soient les structures les plus efficientes. En incitant les structures qui ont donc un coût de réalisation de cette activité supérieur au tarif à abandonner l'activité, puisque elles ne gagneront pas d'argent en réalisant cette activité, puisqu'elles dépenseront donc plus que ce qu'on ne paiera. Alors ça, c'est aussi un problème, puisque quand on a peu de structures, comme c'est le cas sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, c'est difficile de dire à l'une de ces structures d'arrêter une activité. Pour une raison évidente, c'est que le bassin de population qui compte sur cette structure, qui maintient cette activité, devra sans doute ensuite faire 200-300 km pour trouver cette activité dans un autre centre de santé. Alors, c'est un double problème, parce que non seulement ça détruit en partie la qualité de service qui est fournie, et en réalité, ça réduit les dépenses publiques, mais ça réduit pas les dépenses. Ça les transfère simplement sur les ménages qui doivent ensuite assumer le déplacement dans une structure de santé qui est éloignée. Donc, et on sait très bien ensuite que les populations qui subissent ça sont pas forcément les plus aidées. Alors, autre point, et là je reviendrai un petit peu sur les préconisations du plan d'Ocamo, c'est qu'un certain nombre de mises en œuvre de la tarification à l'activité ont associé ça au fait d'avoir un tarif unique entre secteur public et secteur privé, en revendiquant le fait que c'était l'image d'une bonne gestion, puisque le secteur public devait s'aligner sur le secteur privé, ce qui au final pose un problème, et ce qui est remis en cause dans la plupart des pays qui ont mis en œuvre la tarification à l'activité, parce que ça impose au secteur public qui a des contraintes, notamment des contraintes sur ses ressources humaines, en termes de conventions collectives, en termes de niveau de rémunération, à avoir des tarifs de prestations
aussi performant, aussi efficient que le secteur privé, sans pouvoir jouer sur le niveau de sur les rémunérations au niveau des ressources humaines. Comme voilà, les ressources humaines, c'est 70 à 80% du budget de ces établissements. Donc si vous pouvez pas jouer dessus et que vous êtes un établissement public soumis à un certain nombre de conventions collectives qui vous font payer la plupart du temps mieux vos salariés que dans le secteur privé, hein, notamment sur les fonctions les plus basses dans les structures de santé, ça pose un souci parce que vous pouvez pas proposer un coût aussi efficient que les structures privées. Dernier point, dernière limite, qui est mise en œuvre hein, également dans le plan, qui est évoquée, on va dire, dans le plan d'Occamo, et je passe sur cette diapositive suivante, c'est le fait que quand on parle de tarification à l'activité, en réalité, on parle rarement de tarification à l'activité à 100%. C'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui les établissements dans les pays de l'OCDE, globalement, les budgets sont à l'activité aux 3/4, et il reste 1/4 encore de dotation globale, souvent liée à des questions de projet ou d'investissement. Alors, on comprend l'utilité. Le problème, c'est que quand on regarde 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard, on se rend compte que ces budgets, cette petite dotation, ce quart qui devait rester sous forme de dotation globale, a explosé en montant en fait. Il a explosé bien plus vite que l'inflation ou autre, et on se retrouve donc à avoir certes un financement à l'activité, mais qui, comme il est difficile à assumer pour les structures, est compensé par une augmentation de cette petite part de dotation globale, qui a augmenté de plus de 80% en métropole, cette dotation globale. Ce reliquat de dotation globale a augmenté de plus de 80% hors inflation. Donc on a compensé finalement les difficultés des établissements sur leur équilibre budgétaire avec l'activité. Alors, quelques modalités de bon fonctionnement, puisque l'idée pour moi c'est aussi de pouvoir discuter de ces modalités de bon fonctionnement. Ça sous-entend que si on part sur ce type de réforme pour maîtriser les dépenses, il faudra réfléchir à un financement 100% à l'activité, et non pas aux 3/4 à l'activité, sinon en réalité on ne fera pas d'économie. Ou alors être très très strict sur cette petite dotation globale restante, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas bouger. Sinon, on continuera finalement à avoir un système budgétaire qui augmente année après année avec un taux directeur sans maîtrise des dépenses possibles. La question de la construction de l'échantillon va poser ici question. Est-ce qu'on prend un établissement de référence ? Est-ce qu'on doit découper toutes les activités des établissements et prendre ceux qui paraissent les plus performants, sachant qu'on aura donc une ou deux structures qui serviront de référence ? Alors sachant que jusqu'à présent, dans les États qui ont mis en place la tarification à l'activité, le tarif d'une activité était fixé par une moyenne d'établissements. Ce qui n'a absolument rien d'efficient, puisqu'une moyenne d'établissements, c'est pas forcément pertinent. Et donc, il vaut mieux viser les établissements qui sont déjà les plus performants et identifier à travers ces établissements comment ils mettent en œuvre leur activité. Donc, il faudra réfléchir plutôt à trouver l'établissement ou les services ou les activités qui sont réalisées de façon les plus performantes, efficientes dans les structures. Bon, je reviens pas sur la question du découpage public-privé, ça sous-entend qu'il faut une double tarification. Ça sous-entend qu'il faut une double tarification à l'activité, une tarification pour le secteur public, une tarification pour le secteur privé. Sinon, ça risque de mettre en fait en danger le secteur public, qui assume, on le sait bien, des fonctions que n'assume pas le secteur privé sur la question du soin. Ça sous-entend aussi, si on veut que la tarification à l'activité fonctionne, de revoir entièrement les modalités de gestion du personnel et notamment les questions d'intéressement, puisque mettre en œuvre la tarification à l'activité, ça sous-entend inciter les structures à être performantes. Et on ne peut pas inciter les structures à être performantes si on n'a pas de moyens d'inciter ses salariés à l'être. Alors c'est bien gentil à la fin de l'année de recevoir une petite boîte de chocolat de la part de son supérieur ou une petite claque dans le dos nous disant qu'on a fait un bon travail, mais on sait très bien aujourd'hui que une des sources principales de motivation, c'est la rémunération, la capacité à avoir une prime en fin d'année, et si c'est pas mis en œuvre, on mettra pas en mouvement les organisations, c'est impossible. Alors, je vais me dépêcher pour le deuxième point. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est celui des fusions, puisque c'est souvent évoqué comme étant une façon de réduire les coûts, avec un principe très simple que vous connaissez tous, qui est celui d'économie d'échelle. On part du principe qu'en rapprochant des structures, on va donc économiser de l'argent, notamment sur toutes les fonctions support, puisqu'on n'aura plus qu'un seul directeur, on n'aura plus qu'un seul DRH, un seul DAF, etc.
Bien. Bon, l'idée sur le fond paraît intéressante. Ceci étant, ce qui pose problème, c'est que la plupart des fusions se passent très mal. Et la plupart des fusions rapprochent des établissements qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc parfois ça fonctionne. Alors on peut constater à travers après une quinzaine d'années d'études de ces fusions qu'on peut gagner en excellence technique. Pourquoi ? Parce qu'on va rapprocher des professionnels qui vont pratiquer plus, qui vont partager leur savoir. Donc on gagne effectivement en compétences. On va gagner sur des questions d'uniformisation des soins, c'est-à-dire que quand on est un patient, quand on est un usager, en allant d'une structure à l'autre, on va retrouver les mêmes prestations, parce que les pôles sont assez gros. Et puis on va gagner un petit peu on va dire pour le financeur, pour l'État, une lisibilité, parce qu'on va avoir moins de partenaires différents à qui parler. Bon, mais ça fonctionne uniquement que si les structures ont les mêmes objectifs, les mêmes moyens, la même population et la même culture, ce qui n'est pas souvent le cas. Et la plupart du temps, quand on fusionne les structures, on les fusionne dans des champs différents. Hein. C'est ce qui s'est passé récemment, enfin, c'est ce qui s'est passé 2 fois au Québec, hein, successivement, dans les années 2000, puis récemment en 2013. C'est ce qui s'est passé en France, ou c'est ce qui se passe actuellement à travers la création des groupements hospitaliers de territoire, les GHT, où autour d'un hôpital, on va rapprocher du secteur vieillesse, du secteur médico-social. Et ce qu'on constate, c'est que ces secteurs sont totalement absorbés par le secteur de la santé. Et on a des conflits qui naissent au sein de ces réseaux, au sein de ces structures qui sont de nouvelles structures fusionnées. Alors en France, ça s'est traduit par des réseaux. Au Québec, ça s'est traduit véritablement par des fusions de structures juridiques. Les conséquences financières, c'est quoi ? Parce que c'est ce qui nous intéresse. Est-ce que ça fonctionne ? Dans un cas sur 2, il y a une augmentation des coûts. Alors, on est à 15 ans, on va dire, hein, si on regarde ce qui s'est fait au Québec, hein, on est à 15 ans de ces fusions, donc on ne sait pas ce qui se passera à 30 ans ou à 40 ans, mais à 15 ans, on a une augmentation des coûts dans une structure sur 2, qui s'explique pour 2 raisons. Dans les structures qui fonctionnent très bien, encore aujourd'hui après fusion, parce que ces structures ont une politique massive d'investissement pour que la fusion se passe bien, d'investissement matériel, mais aussi d'investissement en formation pour pouvoir aligner les différentes compétences de l'ensemble de ces salariés. Donc au final, on n'a pas spécialement gagné d'argent, on a créé des plus grosses entités, et pour que ça fonctionne bien, on a dû investir massivement. Dans celles qui n'ont pas fait le choix d'investissement, on a quand même, et qui donc ne fonctionnent pas, ou dysfonctionne, on va dire plutôt, on a une augmentation des coûts qui est liée à quoi ? Une dégradation très forte du climat social. C'est-à-dire que les structures fusionnées voient leur taux d'absentéisme augmenter. Hein. Alors quand je parle de taux d'absentéisme qui augmente, c'est quoi ? C'est qu'on passe de 3-4% à 25-30% d'absentéisme. On a des turnovers de la même façon qui explosent. Donc avec ensuite des coûts très concrets pour les structures de remplacement, CDD, intérim, etc., coûts cachés divers, et manque de qualité sur ce qui est délivré. Alors, 1 minute. Donc, comment ça peut fonctionner correctement ? Si on décide de la même façon d'aller dans ce type d'approche, il faut veiller à ce que ce qui est fusionné, ce soit des structures qui soient sur le même champ, le même champ d'intervention, les mêmes populations, la même culture. Il faut veiller à laisser du temps aux structures. Alors c'est vrai que on a des questions, effectivement, hein, c'est évoqué sur la présentation de Xavier Benoît, il y a des choses urgentes peut-être à faire, mais une fusion, ça demande du temps. Ça demande du temps aux structures pour se réorganiser, et on peut pas demander à une structure de fonctionner comme ça du jour au lendemain, donc ça demande plusieurs années. Donc on doit laisser ce temps-là. Et on doit, malheureusement, et là c'est peut-être pas une solution du coup dans l'immédiat pour la Nouvelle-Calédonie, si on se lance dans une approche de fusion, on doit augmenter dans un premier temps les dépenses, et notamment les dépenses d'investissement et de formation, pour que ça se passe correctement. Sinon, le fonctionnement de la structure se dégrade très clairement. J'ai une petite minute pour faire ma conclusion. Alors, bon, ça veut dire que les deux démarches que j'ai présentées, c'est pas qu'elles ne fonctionnent pas, mais c'est qu'il y a des critères pour qu'elles fonctionnent, auxquels il faut prêter particulièrement attention.
En fait, la force, quelque part, de la Nouvelle-Calédonie, c'est de ne pas encore avoir fait ces réformes et d'avoir des pays qui l'entourent, qui les ont déjà fait depuis 15 ans ou 20 ans. Donc, il faut peut-être pas reprendre simplement les réformes telles qu'elles ont été proposées il y a 15 ans ou 20 ans, mais essayer de prendre en compte aujourd'hui ce que critiquent ces États. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses à reprendre en métropole, beaucoup de choses à prendre au Québec, qui est très critique sur ses propres pratiques, pour prendre un coup d'avance, voilà, éviter de répéter ses erreurs. Sa force aussi à la Nouvelle-Calédonie, c'est sa taille. Même si ça peut être une contrainte sur des modalités techniques, mais ça doit permettre de discuter avec l'ensemble des acteurs sur ce qu'ils considèrent être une activité utile dans leur zone géographique, sur ce qu'ils considèrent être utile en termes de fusion entre eux. Je pense qu'on doit pouvoir discuter avec l'ensemble des directions du territoire, parce qu'elles sont quand même assez peu nombreuses, et ça doit permettre à tout le monde de travailler, de travailler ensemble sur ce point-là. Alors je finirai juste sur un point qui est plutôt institutionnel, c'est-à-dire que si on veut que ça fonctionne correctement, il faut aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, il y a énormément d'autorités de contrôle et de financeurs différents. C'était évoqué tout à l'heure. Une première réforme à mener, à mon sens, c'est d'aligner autorités de contrôle et financeurs. On ne peut pas avoir des gens qui contrôlent, qui ne sont pas ceux qui financent. Simplement parce que je ne sais pas d'où viennent les recettes, et ça pose un problème. Voilà, donc il faut que les financeurs deviennent contrôleurs. Merci Gulliver pour ces pistes de réflexion. Alors, j'ai demandé l'autorisation au grand chef de pouvoir un peu peut-être prendre 2 ou 3 questions avant de faire la pause café, parce que sinon ce qui va se passer, c'est que les questions elles vont se poser en bas et tout le monde n'aura pas ni les questions ni les réponses. Donc pendant que tout le monde est chaud, que les étudiants du master ont bien brainstormé pour poser une question, donc on peut prendre 2-3 questions et puis on fera une petite pause et puis on reprendra ensuite. Là, Valentin. On va appuyer ? Là, ça marche? Ok. J'ai une question sur le système de santé, quoique je ne méprise pas du tout tous les autres aspects de la protection sociale. Je suis d'accord avec Xavier. Pour savoir de quoi on parle, est-ce qu'on a des indicateurs pour dire ce qui se passe? Il y a 20 ans, le CHT faisait le PMSI. Il était le seul, dans un désert, à vouloir suivre l'activité à partir de ce qui est réellement pratiqué. Je sais, j'y étais. La question, c'est aujourd'hui, quand on parle de la santé en Calédonie, quels actes sont faits où? Quelles actions? Pas que des actes au sens médical, mais les consultes, les trucs, les machins. Est-ce qu'on sait de quoi on parle? Est-ce que les dispensaires, le CHN, les cliniques, les trucs, ont la même base de référence pour savoir de quoi on parle, pour organiser au mieux l'offre de soins? Alors, ça va peut-être être un peu difficile pour moi, étant donné que je suis pas là depuis longtemps sur le territoire, mais ça sous-entend qu'effectivement, alors je l'ai pas mis, mais en conclusion, le premier point, c'est un système d'information. Il est évident que la première chose qu'on a à mettre en œuvre, c'est un système d'information pour référencer l'activité qui est faite et surtout la façon dont elle est faite. Parce que derrière une activité qui a un nom, dans une structure de santé, des fois on a des pratiques très différentes qui n'ont absolument rien à voir. Oui, je suis d'accord. Le problème, c'est est-ce que la codification normée des activités de court séjour a été répandue de manière à ce qu'on sache de quoi on parle? Je sais pas, la CAFAT est au courant peut-être de ce qui se passe dans les... C'est ce que j'allais poser comme question. Peut-être qu'on a, je sais pas, peut-être Monsieur Wamba ou quelqu'un qui a des infos, enfin, aurait des éléments de réponse. Non, personne. On peut peut-être profiter de la présence de Monsieur Wamba, de son expertise sur cette question du PMSI, qui est une question fort intéressante. Oui, donc comme un des intervenants a commencé à le dire, tout est question d'avoir des bases de données identiques. Or, aujourd'hui, manifestement, c'est pas forcément le cas. La CAFAT a une base de données très riche, mais chacune des provinces, comme cela a été indiqué, les aides médicales ont leur propre gèrent l'aide médicale, hein, l'aide médicale provinciale. Leur base de données, on ne sait pas vraiment, en tout cas au niveau de la CAFAT, on ne sait pas vraiment ce qu'elles contiennent. La DAS est censée récupérer
annuellement auprès de chacun des payeurs les éléments dont ils disposent, et c'est normalement, à ma connaissance, la DAS qui établit chaque année un rapport sur l'état sanitaire et la situation globale des des financements relatifs à la protection sociale, et c'est elle qui normalement a ce rôle-là. Mais clairement, je pense que on devrait, enfin, effectivement, il y a un travail à faire pour qu'il y ait une sorte d'unification des bases de données des différents organismes payeurs qui interviennent dans le domaine de la santé. Oui, mais ceux qui réalisent les soins, de toute façon, par exemple, si vous parlez des dispensaires, les dispensaires, ils sont rattachés aux provinces, lesquelles financent les soins. Pour ce qui concerne l'hospitalisation publique, il y a la problématique de l'accès aux données détenues par les établissements publics, notamment ce qu'on appelle le PMSI. C'est une demande récurrente donc aussi de la CAFAT et du contrôle médical de pouvoir avoir accès à ces données-là pour pouvoir en faire l'analyse. Et puis il y a également la problématique de la mise en place du PMSI dans les établissements hospitaliers privés. Donc ça, c'est en cours. En tout cas, aux dernières nouvelles, c'était en cours. Mais il y a vraiment un problème d'unification des bases de données pour que ensuite il y ait un organisme qui puisse avoir cette vision de l'ensemble des actes réalisés dans les différentes structures. Oui, bah, c'était vrai il y a 20 ans, je vois que les choses sont constantes. Ça coûte cher aussi de contrôler, parce que toute activité codifiée qui génère des revenus est truandée par les acteurs qui veulent évidemment coder les actes qui ramènent le plus d'argent. Donc est-ce que vous avez... c'est là le problème du contrôle et du payeur aussi. Donc la question c'est, est-ce qu'on a imaginé le coût du système de contrôle de ces gestions de tarification de l'activité? En tout cas, on voit effectivement déjà là qu'on a une piste, de réforme et en tout cas de réflexion sur notamment l'accès à l'information. On va prendre une autre question et puis après on fera la pause café. Ouais. Oui, bonjour. C'était une question pour Monsieur Lux. Je me posais la question de savoir si entre les deux systèmes majeurs évoqués, que ce soit la dotation globale ou la tarification à l'acte, est-ce que quelque part s'est développée une réflexion autour de la tarification au forfait, notamment je pense aux longues maladies, où plutôt que de payer à l'acte, on est sur quelque chose d'un peu plus globalisé à l'année, par exemple? Alors, il y a effectivement des réflexions à ce sujet sur, on va dire, des tarifications au forfait ou au parcours de soins, par exemple, qui sont envisagées. C'est très très complexe à mettre en œuvre. Actuellement, la métropole réfléchit à ça sur son secteur médico-social, sur la partie vieillesse et handicap. Le Québec aussi, mais il y a rien de fonctionnel pour le moment. Et ça semble compliqué. Voilà. Alors juste ici, pour préciser, parce que vous disiez que vous étiez arrivé il y a pas longtemps, il y a une grosse problématique qui est autour du diabète et de la dialyse notamment. Plutôt que pour la vieillesse, chez nous, ce serait peut-être plutôt autour de ces maladies-là, réfléchir à du forfait. Alors j'ai l'autorisation du grand chef de prendre encore une question. Monsieur Brio, visiblement vous vouliez poser une question. Il n'y a peut-être plus de batterie. Merci. Je suis terrifié par l'exposé de Xavier Benoît. Et puisque le thème est la crise des finances publiques, on a 1000 questions à poser, mais une seule, concrètement, à court terme, c'est-à-dire à la fin de l'année, au niveau des finances publiques, la gestion des structures hospitalières, le remboursement des prestations des conventionnés CAFAT, des budgets de la Nouvelle-Calédonie et des provinces, si rien n'est fait, quelles seront les conséquences?
faut surtout pas être terrifié quand on parle de ce sujet-là, parce que si on est terrifié, on reste tétanisé. Et je pense qu'il faut dépasser ça. Le problème de la gestion de trésorerie du RUAM, c'est quelque chose qui nous terrifie, nous tétanise à peu près toutes les semaines quand on fait le point de situation avec les équipes de la CAFAT. Aujourd'hui, on sait que l'impasse de trésorerie uniquement du RUAM, elle est au minimum de 2 milliards. D'accord ? Donc il faut qu'on trouve une solution au moins sur un montant de 2 milliards avant la fin de l'année pour le RUAM. Autrement, au niveau de la CAFAT, il y aura des choix pour ne pas payer encore plus d'acteurs qu'on ne paye pas déjà. Donc voilà, l'objet il est là. Il y a des groupes de travail. Je ne veux pas donner un avis trop personnel sur la multiplicité des groupes de travail qui se sont lancés sur ces questions-là. Il y a des groupes de travail qui sont censés fournir avant fin juillet des solutions pour diminuer la dépense avant la fin de l'année. J'espère que ces groupes de travail, malgré les mouvements politiques qu'on va connaître dans les prochaines semaines, vont pouvoir rendre leurs conclusions et faire des propositions. Mais la target, l'objectif, il est assez bien identifié. Pour moi, c'est entre 2 et 4 milliards avant la fin de l'année. Entre 2 et 4 milliards d'ici la fin de l'année. Donc c'est sûrement terrifiant, mais il faut qu'on y arrive. Autrement, le risque, c'est effectivement qu'il y ait un château de cartes qui s'écroule au fur et à mesure. Ok, donc on va aller se réconforter avec un petit café, se sustenter. 10 minutes, on reprend dans une dizaine de minutes. Ouais, et puis si vous me permettez juste un complément. La trésorerie, en bon chef d'entreprise, vous savez que ce n'est qu'un bout de la lorgnette. Il y a un moment où l'équilibre des comptes va exploser le système. Donc la trésorerie, c'est de la cavalerie. Mais les conséquences, c'est toutes les conséquences. C'est ça qui m'intéresse, enfin qui nous intéresse. Ouais, en 2 fois 30 secondes, bien entendu, vous avez raison. Sauf qu'aujourd'hui, on a une telle situation que déjà, si on peut régler le problème de trésorerie, on va pouvoir se donner un peu d'air pour essayer de trouver les solutions sur les grands équilibres. Mais il faut se donner du souffle aujourd'hui pour passer cette mauvaise passe. Donc, on a des déséquilibres de trésorerie et des déséquilibres structurels. Et c'est bien aujourd'hui ce que tout le monde reproche. Et il va falloir travailler sur la dépense et sur la recette.